Vinciane Després, bonjour. Bonjour. Vous publiez chez Actes Sud un nouveau livre, Habiter en oiseau, sur le thème incroyable du territoire, où vous évoquez énormément de sujets, et alors notamment la fameuse coopération, partant de Konrad Lorenz, qui avait un petit peu tout basé sur l'agressivité, contrairement à Darwin, qui avait beaucoup parlé de la coopération, et vous dites que l'oiseau est un animal fondamentalement social. Donc finalement, la coopération chez les animaux, elle pourrait peut-être même nous apprendre des choses. Alors la coopération chez les animaux, c'est un très beau et très vieux débat. Alors d'un côté, on avait Darwin qui reconnaissait qu'il y avait de la coopération, mais qui disait elle est énigmatique, elle est incompréhensible du point de vue de la sélection naturelle, parce que qu'est-ce qui a pu la sélectionner? Et Kropotkin, à peu près à la même époque, juste quelques années après, donc on est en 1800, moi je parle du Darwin, de ce qu'on a, une des traductions de la descendance de l'homme, en 1872, je parle de Kropotkin, tout début du 20e, toute fin 19e, début du 20e, donc le prince russe, anarchiste, et surtout naturaliste, parce que c'était un excellent naturaliste. Je veux dire, ces descriptions, quand on lit l'entrée d'un facteur de l'évolution, on voit que ce sont des merveilleuses descriptions. Et en fait, donc Darwin reconnaissait la possibilité qu'il y ait de la coopération, parfois même va en parler, mais ses héritiers vont beaucoup négliger cette dimension. Et c'est ce que Kropotkin va leur reprocher, en disant, Darwin reconnaissait que le struggle for life, c'est une métaphore, et ses héritiers n'ont pas compris à quel point c'était métaphorique, que, en fait, pour Kropotkin, les animaux, s'ils ne s'entraidaient pas, en tout cas les animaux de Russie qu'il observe, puisque c'est surtout en Russie qu'il observait les animaux, s'ils ne s'entraidaient pas, ils ne survivraient pas. Et il va élaborer une théorie, ce qu'on appelle la sélection de groupe, qui va être très controversée, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais en disant les groupes qui s'entraident, ou au sein desquels les individus s'entraident, ont plus de chances de survivre dans les conditions extrêmement rigoureuses, par exemple des plaines de Russie, avec des changements climatiques épouvantables, etc. Donc, voilà un peu comment les choses. Et depuis toujours, il y a des controverses entre les éthologistes sur ces questions. Et les éthologistes, d'ailleurs, eux-mêmes disent, alors ça peut dépendre même de l'orientation politique. Alors c'est ce que j'allais dire, parce qu'il y a quand même des fins politiques. Alors voilà, Kropotkin est quand même anarchiste, donc il plaide pour de la solidarité, de l'égalité, etc. Et puis Darwin vient quand même d'un milieu de l'Angleterre impérialiste. Malthus est un économiste qui va l'influencer, qui va d'ailleurs produire des théories accentuant la compétition et la possibilité de surpopulation, d'explosion démographique. Donc on est dans des univers politiques qui sont très très différents d'une certaine manière. Et les éthologistes en sont très conscients. Il y en a même un qui m'a sorti un jour sous forme de boutade. Tu sais, sous les gouvernements de droite, les animaux sont plutôt compétitifs, sous les gouvernements de gauche, ils sont plutôt solidaires. Donc, alors c'est un peu caricatural, oui, les éthologistes, mais les éthologistes ont énormément de réflexivité, donc ils sont capables de se moquer d'eux-mêmes en poussant le bouchon un peu loin, et c'est joli. Toujours est-il que les oiseaux, en effet, si vous considérez avec Lorenz, qui était pourtant vraiment quelqu'un qui a beaucoup accentué sur les questions de coopération, d'inhibition de l'agressivité, de solidarité, là c'est quand même lui qui a tellement insisté et ça a marché, que les éthologistes voient tout ce qu'il y avait de rituel dans les combats, voient tout ce qu'il y avait pour éviter les blessures inutiles, etc. Ça c'est le Lorenz paisible d'une certaine manière, mais il n'empêche que sur la question territoriale, il n'a jamais renoncé à l'idée qu'il y avait compétition et agressivité, même si elle est détournée et canalisée. Et c'est là qu'il y a eu, chez les ornithologues, après Lorenz, un véritable basculement en essayant de diminuer leur intérêt. Je veux dire, c'est ça, plutôt de voir, et si l'agressivité n'était pas une vraie agressivité? Bien sûr, elle est colonisée, orientée, réorientée, inhibée, tout ce qu'on veut chez Lorenz, mais ils vont aller plus loin, ils vont dire, et si c'était du simulacre? Et si c'était les sbroufs? Et en fait, il y a une très jolie analogie, c'est regarder deux animaux jouer. Regardez deux chiens jouer, ça sera le plus facile pour la plupart d'entre nous. Qu'est-ce qu'on voit? Quels sont les gestes qu'ils utilisent? On se pourchasse, on se mord, on fait semblant de se battre, on roule par terre pour montrer son ventre comme si on était vaincu, etc. Et puis quand on observe attentivement, on voit qu'il n'y a jamais de morsure réelle, que c'est toujours pour du semblant, pour défaut, comme disent les enfants, il y a du on disait que. Et donc tout ce qu'on peut dire du jeu, c'est qu'en fait, le jeu va puiser dans le répertoire de l'animal des conduites et va les orienter tout à fait autrement, c'est-à-dire que les conduites vont, je dirais comme Deleuze et Daguerre, vont changer d'allure. C'est pas de l'agressivité, c'est simplement les gestes, les mimiques de l'agressivité qui vont être utilisés pour pouvoir jouer,
Comme peut-être pour se défouler aussi, défouler une forme d'agressivité, Oh. mais en faisant Alors- semblant pour pas agresser l'autre. En fait. Ça, peut-être que c'est dans les bénéfices secondaires, mais le motif du jeu, c'est jouer. Ça, c'est très intéressant. Il faut bien garder à l'esprit que le motif du jeu, c'est d'abord jouer. Qu'il y ait des bénéfices secondaires, que ça ait été sélectionné, etc., c'est possible. Mais les animaux aiment jouer. Et c'est fondamentalement relationnel, le jeu, parce que ça demande beaucoup de sérieux dans la joie, parce qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Si vous vous trompez, que vous mordez trop fort, ça va vite déraper. Si vous trichez, ça va vite déraper. Si vous ne jouez pas le jeu, si vous êtes plus grand et plus fort, que vous courez plus vite que l'autre et qu'il n'arrive pas à vous rattraper, l'autre ne jouera plus. Donc ça demande tout un code, des règles qui sont des règles quasi morales. En fait, le jeu, ça met en jeu des règles d'éthique, je pense. Alors, on peut dire aussi qu'une fois qu'on a dit ça et qu'on se rend compte en effet qu'il y a détournement, on regarde le territoire et on regarde les batailles, les prétendues batailles qui se tiennent aux frontières. Un, on se rend compte qu'il n'y a pas de blessés. Deux, que la plupart sont inutiles. Rarement un oiseau se voit dépossédé de son territoire après un conflit. Et troisièmement, on se rend compte que s'il n'y a pas de blessure et qu'il n'y a pas de dépossession, qu'en fait c'est du bluff, c'est du spectacle. Ce qui va amener certains à dire que le territoire est traversé d'intentions spectaculaires, que c'est une matière à spectacularisation et que les oiseaux d'une certaine manière utilisent le territoire pour parader, pour chanter et je dirais même pour fabriquer du beau. Merci.